Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré à la nationale. Une nationale qui vient de remporter ses deux matchs de Nation League contre la France à Paris et contre Israël à Budapest. Et pour m'accompagner dans ce débrief, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord un des habitués de l'émission, le journaliste de France Télévisions, Paul Vinet. Salut Paul. Salut Gilbo, salut Paolo. Et notre invité, c'est un ami de longue date de l'époque de Calcio Mio, un homme à plusieurs facettes, artiste, créateur de notre équipe nationale et à nous, les immigrés italiens, la Squadra Diaspora, et surtout un grand, grand spécialiste de l'équipe d'Italie, Paolo Del Vecchio. Salut Paolo. Salut Gilbert, salut Paul. Voilà, les gars, on va tout de suite se rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'Italie a joué ses deux matchs de Nation League contre la France et Israël. Et un petit peu à la surprise générale, après ces deux rencontres, la nationale est compte 6 points, donc deux victoires, un succès quasi historique au Parc des Princes, hein. C'est la première fois que l'Italie remportait un match au Parc et ça faisait 70 ans que la nationale n'avait plus gagné sur le sol français. Et l'équipe de Spalletti a confirmé un peu plus poussivement, mais malgré tout, elle a pris les 3 points aussi contre Israël hier soir. Donc, je vous pose d'entrée de jeu une question, et c'est un peu ce que la presse italienne se demande. Est-ce qu'on peut dire que l'Italie est renée après ces deux victoires et suite à cet Euro qui a été un véritable fiasco? Alors René, je sais pas parce que pour moi elle n'était pas morte dans le sens où il y a eu un accident à l'Euro qui était peut-être dû à une condition physique ou une préparation tactique pas bonne de la part de Spalletti. Là, on a vu les joueurs à leur place, on a vu une tactique claire et on a vu des joueurs qui physiquement étaient à leur niveau. Je pense à un Di Marco qui était au fond du trou à l'Euro. Là, tout simplement, il était juste à son niveau. Donc, j'ai pas cessé de dire avant l'Euro, pendant l'Euro et après l'Euro, une fois qu'on était au fond du trou, que pour moi, on avait des bons joueurs et qu'on a toujours des bons joueurs. Alors certes, il y a peut-être un petit trou en attaque, mais voilà. Euh, mais c'était pas des pipes à l'Euro et c'était pas des ballons d'or en puissance. Maintenant, c'est les mêmes joueurs, mais on va dire dans de bonnes conditions et à leur place. Ouais, bah, je vais rejoindre Paolo. Pour moi, c'est pas une renaissance, mais c'est plutôt la naissance de l'Italie de Spalletti. On en s'en était parlé, Gilbert, juste avant avant ce rassemblement, qu'on attendait que Spalletti démarre enfin son aventure avec la Nazionale. Il a pris des joueurs avec une idée en tête, c'était ce fameux 3-5-2, d'enfin installer une continuité, une régularité sur le plan de jeu. Donc, voilà, ces deux matchs prouvent que, écoute, il y a une ligne à suivre. Donc, maintenant, ça va être le plus dur, va être de confirmer lors des prochains rassemblements et de pas se dire que c'était juste un effet de paille. Donc, voilà, écoute, on n'était pas forcément serein quand on s'était vu il y a quelques jours pour le 6 sur 6. Je pense que personne, on était avec Théo, aucun de nous l'avait prévu. Écoute, parfait. Maintenant, faut s'appuyer là-dessus et il va falloir continuer. Enfin, le boulot de Spalletti, ça va être de continuer de mettre sa patte et de confirmer que l'Euro était un accident de parcours, que lui a pris des leçons de cet échec pour vraiment endosser une bonne fois pour toutes ce costume de sélectionneur. Ouais, voilà. Et donc, comme tu l'as dit, on va dire Spalletti, parce que c'est le premier thème que je voulais aborder. Et je voulais surtout venir sur les changements qu'il a mis en place. Donc, juste avant le rassemblement, on en avait parlé dans notre dernière émission. Il a dit dorénavant, ce sera défense à 3, donc il s'y est tenu pour ces deux matchs. Et très certainement, à l'Euro, il se serait beaucoup questionné entre les deux rencontres, vu qu'on est sur deux adversaires qui étaient complètement différents, la France et Israël. Là, il ne se questionne pas, il repropose un 3-5-2 un petit peu modulable. Donc, est-ce que déjà, ce changement tactique a apporté de la sérénité aux joueurs et ça fait partie des choses qui leur ont permis, on va dire, d'exploiter leur qualité?
Selon moi, oui, parce que si on reprend les matchs de l'Euro, je pense que personne n'a compris ce que Spalletti voulait faire, y compris les joueurs. Enfin, nous, en tant qu'observateurs, on a cru voir quelque chose au premier match, mais en fait, plus le temps avançait et moins c'était clair. Euh, on a vu des joueurs complètement pas du tout à leur place. Donc là, au moins, je pense qu'il a revu les matchs de l'Euro, il s'est questionné sur lui-même et c'est la première chose qu'il a dit en conférence de presse en arrivant à Coverciano, c'est voilà, maintenant je voudrais éclaircir une chose, c'est on va jouer avec un système, enfin un système et demi, on va dire, qui est la défense à 3, ensuite 3-4-2-1 ou 3-5-2. Bon, là, même, ça a été un 3-5-1-1, si on veut rentrer dans le détail, mais en tout cas, l'assise défensive et le milieu avec les pistons, ça a été un schéma très très clair et qui a très très bien fonctionné avec des joueurs qui jouaient à leur place. Donc pour moi, enfin, quand un joueur arrive dans ces conditions-là, euh, bien sûr qu'il est beaucoup plus libéré, à mon avis. Oui, en plus, à partir du moment où la majorité de tes joueurs jouent dans ce système en club, enfin, c'est plutôt intelligent de la part de Spalletti de ne pas s'entêter comme il a pu le faire sur l'Euro avec un 4-3-3 ou en 4-4-2, je sais plus s'il est passé en 4-4-2 d'un moment, mais là au moins de se dire, écoute, j'ai des pistons de qualité qui performent en club, j'ai beaucoup de joueurs qui jouent dans une défense à 3, donc à un moment, c'est assez logique d'arriver à ce choix final. Ouais, et il y a. Vas-y, Paolo. Et en plus, on le disait tout à l'heure, on a un petit déficit en attaque. En revanche, en défense, on a des très très bons joueurs, des Buongiorno, des Calafiori, des Bastoni, sur les côtés, les Di Marco, les Canzo, les Lanova, les Udogie. Donc, si c'est ça notre point fort, bah, autant l'utiliser du coup, le schéma devient d'autant plus cohérent. Ouais, non, non, c'est une évidence. Et tu m'as un petit peu anticipé parce que je voulais qu'on fasse juste un léger focus sur un des joueurs, et tu l'as cité d'ailleurs, c'est Calafiori. Parce que dans ce système en défense à 3, Calafiori, en fait, il permet à l'Italie en phase de possession quand elle a le ballon de passer quasiment à 4 derrière, enfin même plutôt à 2 avec les deux latéraux qui montent, et Calafiori qui a cette capacité, on va dire, quasi unique, unique en Italie et quasi unique en Europe. Il y a un petit peu John Stones qui fait ça à Manchester City, où il est capable de sortir balle au pied, d'amener le surnombre au milieu de terrain, d'être un meneur de jeu, un deuxième meneur de jeu à côté de Ricci, et ça a surtout mis le milieu de terrain français en très très grande difficulté. Il était absent contre Israël. Bastoni a essayé de faire pareil, mais c'était pas tout à fait le même apport. Mais est-ce que Calafiori est pas en train de devenir vraiment notre joueur clé en défense? Alors, justement, c'était pour moi une révélation, enfin la révélation de l'Euro pour l'Italie. Il y a eu peu de notes positives, mais au moins il y a eu celle-ci. Et le voir de mes propres yeux là à Paris, très honnêtement, j'ai été ébloui par sa prestation. Pour moi, c'était clairement le joueur du match. Enfin, euh, bien sûr que Di Marco a mis un but extraordinaire, etc. Tonali a fait un match titanesque, mais Calafiori, il m'a vraiment impressionné par sa qualité de jeu, justement, comme tu dis, son apport tactique au milieu de terrain, etc. En fait, dans tous les compartiments du jeu, il est impressionnant. C'est-à-dire que défensivement, il est très fort, très propre. Ensuite, quand il y a besoin de sortir le ballon, il est très, très fort balle au pied. C'est quasiment un numéro 10 qui part de la défense, qui va sur le milieu et parfois, parce que c'était son premier rôle, il peut aller aussi sur le gauche et pourquoi pas centrer. Très honnêtement, je suis emballé par ce joueur. Écoute, ouais, pas mieux de mon côté. J'ai limite hier en regardant la première période du match contre Israël, je me suis dit bah en fait t'es déjà dépendant de Calafiori dans le jeu parce que t'étais pas aussi fluide hier avec le ballon et ouais contre la France c'était assez impressionnant de le voir mais enfin en fait il forçait même pas, c'est ça qui est fou, c'est qu'il remontait sans, c'était une course lente, enfin ça paraissait trop simple pour lui de remonter le ballon et de venir faire ce rôle de regista, d'orienter à droite et à gauche, donc
c'est assez impressionnant. Maintenant, il faut juste espérer une chose, c'est que ils jouent en première ligue. Déjà qu'ils reviennent, voilà, qu'ils se remettent physiquement après le coup reçu, mais qu'ils puissent enchaîner des matchs avec Arsenal. Alors heureusement, il y a la Coupe d'Europe qui arrive, donc les matchs vont s'enchaîner, donc forcément, il va manger un peu de temps de jeu, mais faut juste qu'il enchaîne les matchs pour pas qu'il se retrouve dans une situation où Spalletti le prend parce que c'est un joueur qui peut devenir cadre très vite, mais c'est un joueur qui n'a pas de rythme. Donc, c'est le seul truc sur lequel je serai attentif avec lui. Et après, oui, enfin, son profil, là, sa map contre la France, tu sais, en fait, tu sais pas son poste. Quand tu regardes la map, tu sais pas si c'est un latéral gauche, si c'est un central, si c'est un milieu de terrain, parce que sa map, elle va un peu partout. Donc c'est après, j'ai pas l'expérience sur l'histoire des défenseurs italiens, vraiment, en tout cas au XXIe siècle. Je sais pas si on a déjà vu un joueur avoir cette facilité à jouer, à compenser au moins trois rôles dans un seul match. Ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai pas souvenir non plus. On avait des joueurs, on avait déjà pendant longtemps une formation italienne, on va dire, de défenseurs purs. Et puis après, on a commencé également à créer des joueurs plus modernes. Mais finalement, tu n'avais pas, on va dire, ces deux qualités en une seule et même personne, quoi. Voilà, il y avait des En fait, t'as Bastoni, complémentarités. tu l'as dit. Il y a Bastoni sait le faire, mais Bastoni. pour moi, Bastoni, il le fait plus sur le côté où c'est un arrière-gauche qui vient apporter, enfin avec l'Inter en tout cas, il fait énormément ça, à remonter vraiment en pur latéral ou en pur piston après le gars est central. Mais pour venir dans le corps de jeu comme ça, Bastoni, j'ai pas l'impression qu'il le fasse autant ou aussi bien. Ouais, il le fait différemment. On va dire, il va plus verticaliser son jeu et sa position, mais il ne va pas avoir cette propension qu'a Calafiori vraiment à venir jouer les trois postes. Il y a un autre point que moi je trouve intéressant, et là, vu qu'on reste sur les changements, contre Israël, il y avait au départ, dans les 11 titulaires, 5 joueurs nés à partir de l'an 2000, donc c'est-à-dire une équipe qui se rajeunit, hein. D'ailleurs, il y a des joueurs qui n'ont pas été appelés, hein. Je pense surtout à Jorginho. Ce renouveau donc passe aussi un petit peu par cette jeunesse. Qu'est-ce qu'elle a apporté sur ces deux matchs, cette fougue, cette jeunesse dans l'absolu? C'est vraiment un plus pour l'Italie? Alors, selon moi, il faut prendre ce point-là en deux parties parce que on a des joueurs qui, comme Moise Kean, qui étaient là déjà depuis assez longtemps, mais qui s'étaient perdus, qui reviennent. Donc, bon, ce type de joueurs-là, ils doivent trouver une continuité en club, pardon. En revanche, un joueur comme Samuel Ricci, c'était très, 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 très beau à voir. Enfin, en tout cas, à Paris, il a fait un match assez monstrueux. Euh, c'est un joueur qui a peu d'expérience internationale, donc il a tout à prouver encore. En tout cas, c'est une très très belle base. Et après, le retour d'un joueur comme Tonali, c'est hyper important. Enfin, il a été assez impressionnant d'ailleurs euh, sur les deux matchs. On ne pensait pas qu'il jouerait autant après une inactivité de 10 mois. Mais oui, je pense qu'il y a clairement un changement générationnel. Toute la génération euh, qui était là depuis 6-7 ans, les Immobile, Insigne, Verratti, Giorgino, ça, bon, ben voilà, ils sont plus là. Et je pense que c'est bien de ne pas s'accrocher parce qu'on pourrait très bien le sélectionner Immobile. Il joue en Turquie, il marque des buts. Mais je pense que c'est très important de renouveler l'équipe avec des joueurs peut-être qui ont faim, avec des joueurs qui ont une marge de progression aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un très très bon point. Spalletti en avait parlé, il est en train de le faire. Il y a encore d'autres joueurs qui taperont peut-être à la porte, comme Fabian, Fadzidi, des joueurs comme ça. Mais je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver entre les Barella qui ont plus d'expérience et les Ricci qui arrivent, quoi. Oui, après, moi, enfin, cette jeunesse, moi, c'est surtout dans le secteur défensif où ça fait quelques années qu'on se pose la question, quid de l'après Chiellini Bonucci, personne se démarque, Mancini qui n'arrive pas à s'imposer avec la sélection. Et là, t'as l'impression que ouais, c'est une nouvelle ère qui débute et qui peut durer un moment. Tu regardes dans le groupe de Spalletti, bon, tu as déjà Bastoni qui est jeune, tu as Galafiori du coup, tu as même un Gatti, alors je sais pas si Gatti s'installera sur le long terme, mais Gatti doit avoir 25 ou 26 ans. Buongiorno, c'est à peu près la même idée. Donc
c'est un secteur qui faisait peur il y a quelques saisons. Et en fait, là, tu te dis, alors, je sais pas si on peut déjà dire qu'on est serein parce qu'il y a eu que ce rassemblement-là ou qui est très positif, mais t'as de quoi voir venir et voilà, être moins dans le questionnement là-dessus. Donc, c'est surtout ouais, secteur défensif. Après, milieu de terrain, oui. T'as aussi. Enfin, un Richie, je pense qu'il y a 6 mois, la question, elle se pose pas de se dire qu'il est là. Là, on va dire que tu es forcé d'un côté de le mettre parce que faut vraiment tourner la page. Voilà, l'Euro a montré que Jorginho, fallait aussi forcer le changement. Donc là, Richie est pour l'instant la bonne pioche. Mais tu seras amené peut-être, bah, déjà, un Barella va peut-être enfin, va revenir. Locatelli va revenir, ils sont un peu plus vieux. Donc tu vas avoir un petit mélange de jeunesse au milieu de terrain à trouver, de jeunesse et de gars pas beaucoup plus vieux, mais un peu plus vieux. Voilà, il y aura un medley à prendre, mais pour moi, enfin, Spalletti, ça fait aussi partie cette jeunesse je pense, de la patte Spalletti. Il veut vraiment construire un groupe qui peut durer 10 ans. En fait, là, je pense qu'il a envie de s'installer sur le long terme avec cette équipe. Il y a vraiment de quoi s'installer sur le long terme et pas avoir ce débat permanent des dinosaures qui résistent qui tiennent dans un groupe comme dans beaucoup de sélections où des questions s'opposent dès que tu as des périodes où ça marche moins bien comme de toute façon voilà, on a traîné le cas immobilier des années entre le fait qu'il marquait pas et qu'il faisait son âge et que tu avais personne derrière qui pousse. Donc là, t'as la chance aussi d'être dans une période là depuis ouais, 1 ou 2 ans d'avoir enfin cette jeunesse. Alors on n'est pas encore sur du bomber Retegui ou Escamaca, mais d'avoir des joueurs sur lesquels tu peux te dire là enfin on peut avoir un gars qui s'impose et qui fait oublier ses papilles, ses dinosaures. Ouais, alors pour la défense, il y a un troisième nom, hein. Là, il est actuellement blessé, mais je pense que c'est vraiment le complément idéal de Bastoni, Calafiori et Buongiorno. C'est Scalvini qui joue déjà à 3 en Oui, plus avec évidemment. Gasperini et qui peut prendre cet axe droit, je pense, de façon définitive. Alors après, au-delà du côté tactique, au côté de la jeunesse, il y a un autre point où moi j'ai trouvé que finalement c'était le plus grand changement de Spalletti et ce qui pour moi prouve un petit peu son intelligence footballistique. Il a fait son mea culpa avant le rassemblement. Il a dit c'est moi qui ai déconné à l'Euro, donc je prends toutes les responsabilités. Je libère mes joueurs mentalement. On va sur des choses plus simples. Et du coup, moins de pression, un changement de mentalité. Et on a l'impression, du coup, que ça a vraiment. On a quand même ouvert un cadenas, on va dire, pour tous les joueurs de l'équipe. Vous n'avez pas eu cet avis aussi? Ben, si, si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait de proposer un schéma tactique que tout le monde connaît déjà et qui est clair pour tout le monde, je pense que ça libère les esprits. Mais selon moi, il y avait quand même ce problème physique à l'Euro où ils rataient, enfin, ils étaient en retard sur tout, ils rataient tous les duels. Il n'y a aucune passe qui était dans les pieds. Enfin, donc, il y a peut-être un mélange des deux entre le mental et le physique. Mais oui, oui, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les joueurs savent clairement ce qu'ils doivent faire. Ils sont à leur place, ils savent quel est leur rôle. Donc, forcément, ça change tout. Non, et puis ouais, le fait, comme tu l'as dit, Gilbo, le fait que Spalletti ait beaucoup appuyé sur sa responsabilité durant l'Euro, je pense que c'était bon, déjà lui, oui, comme tu as dit, de faire son mea culpa, mais aussi d'envoyer un message à son groupe, d'essayer peut-être de les dédouaner de cet échec ou voilà, qu'ils se sentent moins responsables de cet Euro raté. Et donc, j'imagine que s'il apparaît devant la presse avec ces termes-là, il a dû forcément faire enfin, avoir une grosse discussion avec son groupe aussi là-dessus pour bien leur faire comprendre que c'était pas forcément de leur faute, mais plus de la faute du staff, comme l'a dit Paolo, ouais, le problème physique où t'as pas, je pense que durant l'Euro, t'as pas une seconde période qui est de qualité. Enfin, t'as toujours été largué et même lui dans son coaching a pas donné les bons signes. Moi, je me souviens de sa tête contre la Croatie, le dernier match de groupe, où il fait une tête, t'as l'impression que c'est un enterrement. Enfin, donc, je pense que voilà, lui, il a une énorme remise en question cet été et le fait de déballer, parce qu'il l'a dit sur plusieurs confs de presse, il en a parlé, donc je pense que c'est une façon, lui,
de libérer son groupe par rapport à ça, de les dédouaner totalement de toute responsabilité, donc de leur dire, écoutez, ça maintenant, c'est bon, on passe à autre chose, on repart de zéro, quoi. Et je pense que c'est pas seulement pour libérer son groupe. Alors certes, ça fait cet effet, donc tant mieux. Mais moi, je pense que réellement, Spalletti avait une énorme responsabilité dans le fiasco. Ouais, ouais. Donc, c'est aussi de dire juste la vérité et de dire, OK, je suis assez intelligent pour le reconnaître. Euh, voilà, je change certaines choses, on va travailler différemment parce que j'ai fait des erreurs et c'est la vérité, il a fait des erreurs. Donc tant mieux s'il est capable de le reconnaître et de rectifier le tir parce que tous les entraîneurs et sélectionneurs ne sont pas capables de faire ça. Ouais. Ouais, et enfin, moi, je considère que là, on va dire, à l'Euro, il n'avait pas fait le switch entre entraîneur de club et Ouais. sélectionneur. Et là, il l'a réellement fait. Donc, je pense que lui aussi, c'est un pas en avant pour lui. Ça me paraît tout aussi évident. Alors, dans ces deux victoires, et bon, c'était vraiment éclatant contre la France, une domination totale du milieu de terrain. Et là, c'est une véritable révélation. Le retour de Tonali, qui était absent pendant un an, l'explosion de Ricci, qui, rappelons-le, était le 26e homme. Hein. Spalletti a hésité jusqu'au bout de savoir s'il allait l'emmener ou pas à l'Euro, puis il ne l'a pas emmené. Et on a un Fratesi qui est, on va dire, le leader technique de cette équipe. Un Fratesi qui a inscrit déjà 7 buts en équipe nationale, donc c'est quand même énorme pour un milieu de terrain. Donc, selon vous, vraiment, déjà, est-ce qu'on a trouvé le milieu de terrain pour les 5 années à venir, sachant que Barella n'était pas là? Et est-ce qu'on va dire, on a vraiment, ça va devenir le véritable point fort de cette nationale? Bah, pour moi, c'était déjà le point fort de cette nationale depuis peut-être 4-5 ans. Avant, c'était Verratti, Jorginho, Locatelli. Maintenant, ça va être Barella, Tonali, Fratesi. Et il y a d'autres joueurs derrière, donc c'est ça qui est intéressant. Euh, je pense que si on fait un peu le listing des 10 joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain, il y a encore des Pellegrini, bon, même s'il est souvent décevant avec l'équipe d'Italie, mais c'est quand même un joueur de qualité. Fagioli aussi. Donc, selon moi, notre point fort, c'est les défenseurs centraux, latéraux, mais surtout le milieu de terrain. Enfin, on a vraiment des joueurs de très grande qualité. Malheureusement, on en a deux qui étaient out pour suspension très longue. Mais oui, clairement, on a un milieu de terrain fourni et de très grande qualité. Alors, est-ce qu'on a trouvé avec ces trois joueurs-là le milieu titulaire? Je pense pas, parce que déjà Barella revient. C'est des joueurs qui sont assez interchangeables. Il y a encore un Locatelli qui est en train de retrouver son niveau euh, qu'il avait à l'Euro 2021. Euh, donc, c'est des joueurs qui, souvent, comme Tonali, Locatelli, savent jouer à la fois devant la défense ou en mezzala. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces 6, 7, 8 joueurs-là. Et bien sûr, ça va tourner en fonction de qui est en forme, qui ne l'est pas, qui est suspendu, qui est blessé. Mais en tout cas, c'est très encourageant. Ouais, écoute, moi, je peux que rejoindre ce que dit Paolo. Alors, il y a quand même, oui, ce retour de Tonali change aussi beaucoup de choses. Le visage de cette équipe, de ce milieu de terrain, avec un Tonali, tu as l'impression qu'il n'a jamais été suspendu. Enfin, c'est assez fou. C'est cette suspension qui avait cassé un peu son installation, parce qu'il a déjà avant l'arrivée de Spalletti, c'était l'espoir italien, même s'il performait à Milan, il n'avait jamais été installé vraiment, ou que sur des bouts de match, une titularisation par-ci, par-là. Là, le revoir installé comme ça, t'as l'impression qu'il n'est jamais parti. Et donc oui, le fait d'avoir un Barella ou un Locatelli qui manque, Spalletti va avoir un problème de riche hein, sur les prochains rassemblements, à part s'il a des blessures qui forcent un peu la sélection. Mais moi, j'ai hâte de voir le prochain rassemblement avec ce milieu de terrain au complet, pas de blessure sur ces différents joueurs, et voir comment il va réussir à trouver un équilibre au milieu de terrain en ajoutant logiquement Barella, en sortant, je pense, Ricci, de voir s'il aura la même animation, parce que Ricci était vraiment dans un rôle cantonné devant la défense, alors que mettre pour moi
alors, je sais pas qui mettrait, mais peut-être un Tonali dans ce rôle-là, ce serait aussi gâcher le fait qu'il apporte énormément offensivement, voir aussi comment tu vas réussir à animer ça avec un Calafiori qui te rajoute aussi un quatrième show au milieu avec ses montées durant le match. Donc là, le milieu de terrain, je sais pas si on peut dire que c'est la découverte de ce rassemblement parce qu'on connaît les joueurs, ouais, on sait qu'il y a de la qualité, mais moi, je m'attendais pas à ce que ça marche autant sur le milieu français. C'était assez impressionnant de voir au fil du match la puissance que dégageait ce milieu face aux Français qui avaient l'air totalement sous l'eau, perdus. Alors, contre Israël, tu l'as un peu moins senti, tu as senti qu'il y avait de la maîtrise, mais je pense que le pressing en face a beaucoup gêné l'équipe, en tout cas en première période, sur un rythme à trouver, sur une façon de jouer. Le fait de ne pas avoir Calafiori, je pense, jouer aussi beaucoup dans le système. Parce que c'est totalement deux approches. Tu gardes le même plan de jeu tactique, mais c'est pas du tout les mêmes animations quand t'as pas Calafiori. Donc ça va être intéressant les prochains rassemblements avec ce problème d'avoir trop de qualité en fait. Et j'ai hâte de voir les choix de Spalletti, sa gestion de groupe. Et surtout, qui va sortir du groupe? Parce que forcément, j'ai l'impression que c'est pas Mancini à faire des listes de 40. Donc forcément, tu vas être limité sur ta liste de 23. Donc il y aura des déçus. D'ailleurs, il l'a précisé ça en conférence de presse que maintenant, il ferait des listes de 23 ou peut-être 24 et que c'était beaucoup mieux pour la concentration des joueurs et pour Ouais. l'entraînement des joueurs. Et c'est vrai que ça, c'est un point que je reprochais beaucoup à Mancini parce que sur sa gestion, il faisait souvent des listes de 27, 28, 30, voire plus des fois. Ah oui, Et en fait, il y a des joueurs qui se retrouvaient constamment sélectionnés, mais en tribune. Euh, des joueurs même comme Zaccagni, Lazzari, des joueurs comme ça. On s'est retrouvé face à des problèmes du type tel joueur fait semblant d'être blessé pour oui. partir dans son club, Ah bah etc. Zaccagni, ouais, Et, totalement. en fait, c'était créer de la frustration et des problèmes pour pas grand-chose finalement. Donc ça, je pense que c'est encore un bon point de la part de Spalletti. On l'a beaucoup critiqué parce qu'il a fait vraiment beaucoup de mauvais choix pendant l'Euro. Là, il faut reconnaître qu'il met les choses à l'endroit. C'est surtout que Mancini, je pense, alors je ne connais pas toute liste de tous les joueurs, mais des grandes nations du foot, c'est le seul, je pense, qui faisait des listes comme ça. Hein. C'est incompréhensible. Alors, la seule chose que je comprends de faire des listes comme ça, c'est si tu incorpores des jeunes. Mais encore, ça veut dire que tu les mets pas en espoir. Donc, enfin, non, je sais pas s'il s'est expliqué déjà là-dessus sur ses choix, Mancini, mais ouais, au moins le fait que Spalletti revienne à des listes normal, oui, c'est déjà une bonne chose de ne pas s'entêter dans un vivier, de dire oui, on a énormément de bons joueurs, donc je ne sais pas comment trancher, et tu te retrouves avec, comme tu l'as dit, toujours les mêmes en tribune, donc tu comprends pas trop la logique finale. Ouais, et pour continuer un petit peu sur la différence Paletti-Mancini, il y a un autre point, moi, que dans sa conf de presse qui m'a plu, on va dire, il a positivé au final. Mancini, là, il vient hier de critiquer la Fédé d'Arabie Saoudite en disant, voilà, j'ai il y a trop de Hmm. joueurs étrangers qui jouent dans les clubs, moi, mes joueurs Ouais. ne jouent plus. Il avait déjà le même raisonnement quand il était avec la nationale et en ramenant les chiffres Ouais. du nombre d'Italiens dans les clubs. Et Spalletti, lui, là, il a eu la réflexion quasi inverse. Il a dit, d'une façon ou d'une autre, je trouverai toujours 20 joueurs pour faire une bonne équipe d'Italie. Il faut juste qu'ils soient en forme au bon moment et on se débrouille. Donc là aussi, il va sur un côté plus positif et je pense que c'est bien, même si on peut débattre longuement sur le nombre de joueurs étrangers en Serie A. Mais voilà, il a un côté beaucoup plus positif que Mancini et je pense que ça peut aussi aller dans le bon sens. Tu en avais donc parlé, Paul, là, donc quelle place pour Barella? Ben, on verra ça au prochain rassemblement parce que c'est pas évident de lui trouver une place, mais il la trouvera parce que Barella, ça reste quand même le, le, Logiquement, le ce joueur sera, le plus fort ce sera de axe l'équipe droit. d'Italie. Mais voilà, à voir quel choix il va faire, ça va être particulièrement intéressant. Au niveau de l'attaque, moi j'ai une question, je vous la mets comme ça. Ils ont fait un match chacun, Retegui et Moïse Kean en tant que titulaire.
Retegui ou Moïse Kean, si vous devez choisir. Honnêtement, je ne saurais pas te répondre parce qu'ils ont vraiment deux profils différents. Euh, je trouve ça bien de les avoir tous les deux. Après, j'espère quand même que il y ait un joueur qui sorte dans le championnat, peut-être un Pinamonti ou peut-être un Scamacca de retour, je sais pas. Mais pour la Coupe du Monde, j'espère qu'on trouvera quand même un neuf un tout petit peu meilleur que ces deux joueurs-là. Ah, toi, tu veux te faire taper sur les doigts de pas citer Lucas quand même, hein. Tu prends des risques, hein. Faut pas dire Lucas devant Gilbert. Non, ça va. Alors moi, je suis pas objectif là-dessus parce que je suis fan de Retegui, de son profil. Donc je vais sur Retegui, juste son côté de chien fou, de jamais rien lâcher. Enfin, quand tu subis d'avoir un joueur qui fait tous les efforts un peu de l'ombre comme ça, j'adore. Même, enfin, c'est un poison dans la défense, hein. Il suffit d'un ballon, c'est un bon joueur de tête, c'est un joueur qui sait mettre le pied pour pousser le ballon au fond. Et alors même s'il marque pas contre la France, moi j'ai adoré son match dans l'activité. Il est à la passe sur le but de Fratesi. Enfin, c'est un joueur pour moi c'est un joueur de collectif rechigne pas pardon à se sacrifier pour le temps d'un match. Il sait que ça va être un match compliqué, donc voilà, il va tout faire pour l'équipe et se dire il suffit qu'il y en ait une devant et je la mettrai. Après, Keane, moi j'ai beaucoup aimé son entrée contre la France où après ça se comprend aussi parce que Keane a plus un profil de transition quand faire le contre. Keane, il a été parfait contre la France quand il fallait garder le ballon à la 90e, il a dû gagner au moins 2 minutes en jouant avec son corps. C'est voilà, c'est comme tu as dit Paolo, moi je prends les deux dans le groupe pour l'instant parce que c'est deux profils différents, donc t'auras forcément besoin sur la lecture d'un match des deux profils. Et, euh, et pour l'instant, oui, voilà, c'est surtout deux joueurs en forme déjà en Serie A qui plantent. Et c'est aussi malheureusement par défaut aussi que tu les prends parce que t'as pas grand monde derrière. Enfin voilà, les Italiens derrière, pour l'instant c'est Pinamonti et Luca. J'ai pas d'autres neufs qui me viennent en tête. À partir du moment où tu dis que Raspadori, c'est pas un pur neuf. Il n'y a pas grand monde. Donc, faut juste espérer qu'aucun des deux ne se blesse avec l'enchaînement des matchs et que Keane continue d'être en forme comme ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi adroit devant le but. Et aussi, alors, je sais pas si clinique est le bon mot, mais hier, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent au final. Il va avoir une occasion, il va te la mettre au fond. Donc, c'est signe que tout va bien pour ce joueur. Maintenant, ce qui me fait peur avec Keane, c'est le physique. Il n'y a plus qu'à prier pour que ça tienne quelques mois, qu'on voit au moins une saison pleine de ce garçon. Ouais, ça me paraît être juste. Et en effet, ils ont des apports complètement différents. Même si Retegui, on va dire, on peut imager en Retegui une autre chose que Spalletti avait dit en conf de presse. Il a dit, j'ai plus de pur sang, quoi. L'époque des Totti, Baggio et Del Piero, bah, c'est fini. Ouais. Mais j'ai des joueurs qui se battent, qui se donnent à fond. C'est une équipe de frères. Ils jouent les uns pour les autres. Et Retegui, Mm. il est vraiment beaucoup dans cette image. Moïse Kean aussi, son match contre Israël, il a fait beaucoup de travail sale, hein, dos au Ah but oui, pendant oui. quasiment 90 minutes. Donc, Mm. c'est pas simple. Un autre attaquant, bah, disons, on n'en a pas trop parlé, mais finalement, est-ce que c'est pas lui le grand vainqueur de ce rassemblement? Et je pense à Raspadori, qui est finalement peut-être le seul joueur italien capable de jouer dans cette position de 3-5-1-1 ou de 3-5-2 en position de deuxième attaquant. Ouais, c'est très juste. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités techniques et même s'il a un coffre peut-être un peu moindre qu'un Pellegrini, je trouve qu'il a apporté beaucoup plus dans cette position-là, en conservant le ballon, en décalant au moment où il faut décaler. Et moi, il m'a beaucoup plu. Bon, il a marqué aussi un joli but contre la France, donc forcément, on va acheter son maillot. Mais non, non, franchement, c'est un très bon joueur. Ce qui est dommage avec ce joueur-là, c'est que au fil des entraîneurs qu'il a au-dessus de lui, c'est très difficile de lui trouver une position sur le terrain parce qu'il est ni ailier, ni neuf, ni 10. Il est un peu neuf et demi. Euh, mais il s'est joué partout, mais c'est peut-être pas le meilleur à chaque fois. Mais dans cette attaque à deux, très honnêtement, je pense que c'est exactement sa place. Donc, enfin, en tout cas, ça apporte une solution tactique. Ce schéma-là, il est très bon. Ouais, pour moi,
c'est le profil parfait sur le papier pour être ce deuxième attaquant, très proche de l'attaquant aussi, hein. Donc, en attendant, peut-être, voilà, que Spalletti l'a dit en conf hier, un Chiesa qui pouvait avoir Enfin, en tout cas, dans son 3-5-2, il a été interrogé dessus. Il disait que Chiesa, pour lui, dans son 3-5-2, c'était en deuxième attaquant. Donc, voir si un Chiesa arrive à se remettre dans le rythme avec Liverpool, voir qui aura les faveurs du coach. Raspadori, il y a aussi le fait d'être au Napoli, de voir s'il va réussir à enchaîner les matchs devant, parce qu'il y a quand même du monde, il n'y a qu'une compète. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que Raspadori, il déçoit rarement, mais comme tu dis, Paolo, il est jamais vraiment installé. Donc voir s'il arrive aussi à convaincre Conte, ça serait plutôt une bonne chose pour un Nationalais qui enchaîne sous Conte. Mais encore en plus, Conte, enfin, c'est pas forcément, ça serait pas avec le même rôle que la Nationale. Donc sur le papier, je te dis oui. Reste à voir voilà, comment se déroule la saison pour lui, que ce soit en termes de placement, de temps de jeu. Donc c'est limite, faudrait pour lui qu'il arrive à partir dans une équipe qui joue à deux attaquants. Il y en a beaucoup en Serie A, donc de vraiment réussir à s'installer, tu vois, par exemple dans une Atalanta. Ce serait, bon, voilà, c'est pris, hein, mais ça aurait été un bon plan pour lui cet été, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le souci de Raspadori. Après, moi, je chine tous les jours hein, d'avoir des joueurs comme Raspadori et Fratesi qui jouent 30 minutes par match et qui arrivent en pleine forme Ah bah en oui. national. Et Et même si pour eux, Zaccani peut avoir ce même problème. voilà, c'était la prochaine question d'ailleurs que je vous pose. Quelle place pour du coup les absents ou ceux là qui sortent un petit peu perdants de ce rassemblement? Je pense en particulier à Chiesa, à Zaniolo, mais aussi à Zaccagni qui finalement a dû se contenter d'un petit bout de match sur ce rassemblement. Est-ce qu'ils ont un avenir dans ce schéma tactique de Spalletti? Bah, du coup, tu as cité trois ailiers, Zaniolo, Chiesa et Zaccagni. Et Spalletti l'avait dit dès le départ, on jouera en 3-4-2-1 ou en 3-5-2. Donc le 3-4-2-1 peut favoriser ce type de joueurs comme Chiesa, comme Zaniolo, comme Zaccagni, comme Orsolini même, voire, si on pousse un peu le bouchon, Politano. Euh, mais je suis pas sûr. Enfin, en fait, la chance qu'on a, c'est que maintenant les listes sont passées non de joueurs, mais à 26 joueurs. Donc, ça permet d'avoir des jokers comme ça où on peut à la fois doubler les postes et à la fois rajouter un ou deux joueurs pour éventuellement un changement tactique. Donc, Chiesa, moi, j'ai du mal à le voir dans une attaque à deux, très honnêtement. Même si il fait des différences et il fera toujours des différences. Et c'est rarement qu'on l'a vu, je pense, sous Allegri à la Juve. Mais si Spalletti dans sa tête est prêt à modifier un petit peu le schéma pour aussi mettre en valeur des joueurs un peu plus ailiers, je pense que Chiesa n'aura pas à se mettre en valeur. Euh, D'autant que même des Grigny ou même Fratesi sont aussi capables d'être plutôt en soutien de l'attaquant dans un 3-4-2-1. Donc il y a comment dire, une duttilità qui est intéressante et qu'on aura besoin de conserver parce que si là Spalletti a voulu mettre une tactique en place très claire, etc., il faut quand même conserver le fait de pouvoir s'adapter à son adversaire en cas de problème parce que là ça a fonctionné mais il y a bien un moment où ça ne va pas fonctionner. Donc il faudra bien sûr des joueurs qui seront capables de modifier un peu le schéma pour que éventuellement on trouve d'autres différences. Ouais, oui, assez d'accord. Là, aujourd'hui, bon, Zaniolo, j'attends déjà de voir s'il arrive à jouer avec la Talenta, ce qui m'a l'air pour l'instant compromis. Mais oui, Chiesa, aujourd'hui, le voir dans le groupe, ça me paraît évident. C'est à partir du moment où il joue à Liverpool et qu'il retrouve un semblant de son niveau. Après, le voir dans le 11, j'ai aussi du mal à le voir. Pour moi, ça sera plus de l'adaptation en cours de match, comme disait un Paolo, selon si tu dois aller chercher un score ou si tu vas jouer le contre.
Voilà, un peu comme qu'on l'a vu par bribes à l'Euro, où tu le mettais pas en titulaire, mais tu le mettais, c'était un peu ton super sub avec son profil qui est un peu dynamiteur, qui peut à lui tout seul te faire une différence sur une action. Mais bah, chez Zakani, c'est un peu le même problème pour moi, c'est la question du profil pour jouer en deuxième, enfin, ailier, c'est du coup, beaucoup d'envois, c'est foutu. Ça sera cette question de deuxième attaquant, sauf qu'à partir du moment où dans cette liste, tu vas avoir Pellegrini, Raspadori, Zaniolo, Chiesa, bah, t'as qu'une place derrière l'attaquant, a priori, ou deux s'il ajuste tactiquement, mais donc il y aura forcément des déçus devant. Et donc oui, ça va être, bah, encore une fois, si t'as pas de blessure, c'est le fameux problème de riche qui va revenir pour Spalletti. Mais enfin, comme tu auras le même problème au milieu de terrain avec un Locatelli, qu'est-ce que tu fais de Locatelli si il est sur il fait la même saison qu'il fait depuis le début de saison avec Mott, tu vas être obligé de le prendre dans ton groupe. Et donc qui tu sors? Parce qu'en même temps, tu récupères un Barella. Donc ouais, Spalletti va devoir se creuser un peu la tête sur le prochain rassemblement et à partir du moment où il va rester dans sa liste de 23 pour les rassemblements de National League, il va devoir faire des choix qui vont faire pas mal de déçus. Ouais, mais en tout cas, on verra ça lors du prochain rassemblement. Donc, prochain rassemblement national est donc au mois d'octobre avec la réception de la Belgique à Rome le 10 et puis la réception d'Israël à Udine le 14. Donc, on en saura plus. On rappelle que cette Nation League, au-delà du tournoi en lui-même, hein, on peut toujours considérer, même si c'est officiel, que c'est des matchs amicaux améliorés, mais elle a son importance parce que finir dans les deux premières places du groupe, ça veut dire avoir la certitude d'être tête de série pour les qualifs à la Coupe du Monde. Et ça, c'est pas rien pour l'Italie. Ça éviterait d'affronter un gros cadre européen, sachant qu'il n'y a qu'une place qualificative directement. Bah, écoutez, Paul et Paolo, je vous remercie de votre présence pour cette émission spéciale nationale. Je remercie également tout le monde de nous écouter et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Merci Gilbo, merci pour l'invitation. Et Vilbo.